Concernant mon parcours, j'ai donc été nommé sous-directeur au moment où la direction de la comptabilité parapublique elle-même n'avait que 5 ans d'âge. Donc vous imaginez le travail qu'il y avait à abattre en termes même de mise en place de la comptabilité, en termes d'encadrement aussi des postes comptables qui naissaient, en termes d'encadrement également des comptables eux-mêmes qui étaient nouveaux dans le métier d'agent comptable. Donc voilà, il y avait des défis énormes à relever à l'époque. On a essayé tant bien que mal de les relever. Après, je suis sorti un peu du Trésor pour être DAF. Je suis revenu après la crise de 2000. Et là, j'ai déposé mes bagages donc à l'inspection. À l'inspection, en tant que chef de mission, on a réalisé beaucoup d'activités. Et après l'inspection, je suis sorti à nouveau à la demande donc, du ministre pour aller servir à la RTI comme directeur général adjoint. À la RTI, j'ai eu une lourde mission, une lourde tâche de restructuration de l'entreprise parce qu'elle était confrontée à d'énormes difficultés. C'était une entreprise qui était pratiquement en faillite au regard donc, des normes, des critères de l'OHADA. Et il fallait redresser cette entreprise, produire les états financiers, les bilans, etc. Ce qui ne se passait même plus dans l'entreprise. La question que nous sommes tentés de vous poser, votre expérience du Trésor public, vous êtes sorti. Est-ce que ça a contribué à résoudre oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que la plupart des problèmes qu'il y avait là-bas étaient dus à des problèmes d'abord financiers. Le milieu des journalistes, ils sont très compétents dans leur domaine, mais ils n'avaient pas sur place de compétences en termes donc, de gestion, surtout financière, en termes de gestion financière. Donc, ma présence a contribué à relever l'entreprise, d'après le bilan même qui a été dressé par le conseil d'administration. Parce que quand j'arrivais, l'entreprise était confrontée à une situation financière de faillite pratiquement. Il y avait une importante dette qui montait donc à plusieurs milliards, je ne vais pas être précis dans les chiffres ici. Il fallait travailler, mettre en place une mesure, même un ensemble, un catalogue de mesures de redressement pour que l'entreprise puisse faire face à ces engagements. Le niveau des dettes était exorbitant. Il y avait même comment vous dire ça, les dettes sociales qui montaient à plusieurs milliards. Et les organismes sociaux, même tels que la CEGRAE, etc., avaient suspendu leur prestation de services au profit donc, du personnel. Bon, bref, c'était une entreprise en difficulté, qui était sous-équipée, il n'y avait même pas de budget d'investissement. Et même l'équipement, il n'y avait même pas de caméras de production. C'était vraiment difficile pour l'entreprise. Mais au moment où je sortais, où je partais, l'entreprise quand même avait relevé la tête de l'eau. D'accord. Ok, donc... Et après la RTI, je suis revenu au Trésor. Cette fois-ci, pour créer la division audit. Voilà. J'avais estimé que l'inspection, j'avais déjà fait mes preuves à l'inspection, il fallait faire autre chose. Et donc le DG à l'époque, qui est devenu par la suite ministre, le ministre Koné, a autorisé que j'aille faire un stage en France à Bercy et que je revienne pour créer donc le département audit. J'ai donc contribué à la création de ce département audit à l'inspection générale qui était dirigée par le DGA actuel, M. Sanogo. Et puis après, j'ai été appelé à la direction générale pour être le conseiller technique du DG de l'époque, M. Koné.
Et après, M. Koné, lorsqu'il a été promu ministre et que M. Saoré a pris sa place de DG, a pris les rênes donc, du Trésor comme DG, il m'a confirmé donc, à mon poste de conseiller technique. Alors, ce que je voulais dire, c'est que lorsque M. Saoré a constitué son équipe et qu'il m'a confirmé comme conseiller technique, il m'a confié 2 grandes tâches. D'accord. Avant d'en venir à cela, vous allez nous dire, depuis votre entrée au Trésor, quels sont les différents directeurs généraux sous lesquels vous avez eu à travailler? Bon, quand je rentrais, c'était M. Diarra Oumar qui était le DG. Un monsieur très rigoureux, connu pour sa probité intellectuelle, sa rigueur intellectuelle aussi, et diplômé de l'INSEE, donc vous comprenez un peu toute la notoriété qui l'entourait. Après M. Diarra Oumar, j'ai travaillé un peu avec les autres DG qui ont suivi, pratiquement. DG Ngolo Koulibaly, par la suite M. Boadou, M. Christian Kofi, jusqu'à récemment, Mme Didier Maman un peu, M. Charles Kofi Dibi également. C'est sous Charles Kofi Dibi que je suis revenu au Trésor lorsque j'avais quitté momentanément. Et donc voilà, j'ai vu donc défiler pratiquement tous les DG jusqu'au DG actuel. Bon, le DG actuel, quand je parlais du Trésor, il était DGA, mais on avait vraiment constitué une bonne équipe autour donc du DG à Saoré. Le DG, je veux parler du DGA aussi. Seulement, je n'ai pas travaillé sous le DGA aussi. Au moment où il arrivait, moi, je partais déjà à la retraite. D'accord. Voilà. OK. Vous avez travaillé avec le DG, l'ex-DG Assaoré Konan-Jacques. C'est ça. Et quand on parle d'Assaoré Konan-Jacques, on parle du plan stratégique de développement 2016-2020 du Trésor public. Pouvez-vous nous parler de ce PSD 2016-2020, le contexte, qu'est-ce qui a motivé justement la mise en place de ce plan stratégique 2016-2020 du Trésor public? Bien. Lorsque le DG Assaoré a été nommé directeur général du Trésor public, c'était dans un contexte bien précis. Il a été désigné à l'issue d'un appel à candidature. Et pendant ce concours, il a présenté donc le PSD 2016-2020. Et c'est sur la base donc, de ce document qu'il a été désigné DG du Trésor public parce que le jury a estimé que sa vision du Trésor faisait la différence et qu'on pouvait lui confier donc les rênes du Trésor. Et quel était l'objectif principal de ce PSD? Voilà. Donc, quand il a été nommé, il a constitué rapidement son équipe et il m'a donc, comme je le disais tout à l'heure, confirmé dans mes fonctions de conseil technique et il m'a confié en même temps 2 missions précises. La première mission, c'était la coordination de la cellule des conseillers techniques. Et la deuxième mission, c'était la coordination et le suivi, évaluation du PSD 2016-2020, plan stratégique de développement 2016-2020. Alors, il faut tout de suite le dire, c'était inédit à l'époque, parce qu'avant lui, on ne parlait pas de PSD au Trésor, il n'y en avait pas eu. Il y avait du management stratégique qui se faisait, mais ce n'était pas formalisé comme ça a été le cas avec le PSD 2016-2020. C'était vraiment inédit comme démarche. Alors, le PSD 2016-2020 comporte donc une vision. La vision, je vais revenir tout à l'heure sur la vision. Il y a une vision, il y a des axes stratégiques, 4 axes stratégiques. Un axe stratégique dans le domaine de la modernisation des outils, un axe stratégique dans le domaine du financement de l'État, un axe stratégique en matière de gouvernance
et puis un axe stratégique dans le social et le bien-être du personnel. Voici donc les 4 axes stratégiques. Alors, à chaque axe stratégique sont reliés un certain nombre d'objectifs stratégiques bien précis, et puis après, il y a un ensemble de matrices d'action pour mettre donc en œuvre les objectifs stratégiques. Voici donc le PSD 2016-2020, sa présentation. Alors, on avait convenu de mettre en œuvre le PSD en forme de projet, donc en mode projet, et pour cela, toute la matrice d'action a été reprise, restructurée autour de 18 projets. Autour de 18 projets de réforme qui sont des grands projets de réforme, les gros chantiers du Trésor public, dans tous les domaines pratiquement. Domaine opérationnel, c'est-à-dire la comptabilité, la gestion de la trésorerie, etc. Dans le domaine des processus support également, il y avait beaucoup de réformes. En termes de modernisation aussi, beaucoup de réformes. Et je dirais dans le domaine social aussi, il y avait vraiment beaucoup de réformes. Donc voilà présenter un peu le PSD 2016-2020. Alors dans la vision, pour répondre maintenant à votre question, voilà, dans la vision... Donc je pose la question voilà. de savoir quel était l'objectif principal du PSD 2016-2020. Bon, l'objectif est dans la vision du DG. Le slogan, c'est pour un trésor public plus performant, capable d'accompagner efficacement la croissance économique donc, de notre pays. Donc la problématique qui était au cœur de ce PSD, c'était la recherche de la performance. La recherche de la performance du trésor public. Il fallait faire du trésor public une administration performante. Dans un contexte, bien sûr, où la question de la performance même était une problématique pratiquement de toutes les administrations à l'époque. Parce que si vous lisez la LOLF, c'est-à-dire la loi organique relative aux lois des finances, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'allusions qui sont faites à la question de la performance. Si vous prenez également l'aspect gestion du budget, tout de suite après, on a mis en place une grande réforme sur le budget programme. Donc la tendance à l'époque, c'était, on venait d'amorcer une grande phase dans la gouvernance même financière de notre pays, qui était de passer de la gestion axée sur les moyens à la gestion orientée performance. C'était ça la grande réforme. Toutes les administrations s'y sont mises et le Trésor public, justement, en avait fait le leitmotiv de ce PSD-là, la question de la recherche de la performance. Ok. Pour atteindre cet objectif de performance au Trésor public, quels sont, les leviers de performance qui ont été mis en place pour pouvoir atteindre cet objectif de performance au Trésor public? Voilà. Les gens pensent souvent que la performance est une vue de l'esprit. Les gens parlent sans véritablement mettre un contenu. La performance ne tombe pas du ciel. Pour qu'une administration devienne performante, il faut d'abord qu'elle se réorganise et surtout qu'elle se dote d'un certain nombre d'outils modernes. Et c'est à l'issue de tout ça qu'on peut faire d'une administration une administration performante. Alors, pour ce qui concerne le Trésor, et dans le cadre du PSD 2016-2020, il y a un certain nombre de choix stratégiques qui ont été faits pour élaborer, pour concevoir donc, et mettre en œuvre et déployer un dispositif donc, de management par la performance. Pour cela, les choix qui ont été faits ont porté sur, sans jeu de mots, ont porté sur l'importation d'un certain nombre d'outils du privé, que j'appellerais les leviers de performance. Comme outil d'abord, le premier outil, c'était le management stratégique, vraiment bien structuré comme démarche. Et c'est ce management stratégique qui permet le passage d'une vision à la réalité. Parce qu'une chose est que le DG ait une vision, mais une autre est de traduire cette vision en réalité. Et ça se passe par le management stratégique. Donc le premier outil qu'on a introduit, c'est le management stratégique. Le deuxième, c'est le contrôle interne. Le contrôle interne basé sur les risques, avec tout ce que ça comporte comme objectif, optimisation des performances, sécurisation des deniers et des actifs, fiabilité de l'information financière, parce que jusque-là,
le Trésor public, c'est vrai, gérait les comptes, produisait les comptes, etc. Mais c'est la première fois qu'on parle maintenant de qualité comptable. Hein, on exige maintenant de la comptabilité, qu'elle soit de qualité et qu'elle soit produite à temps. Parce qu'un compte qui est produit avec retard n'a pas d'intérêt. Et un compte qui est produit aussi avec beaucoup d'erreurs comptables, et ça ne présente pas non plus d'intérêt, parce que le décideur décide sur la base des comptes fiables. Si vous présentez des comptes avec des chiffres faux, il va prendre des décisions qui sont erronées. Donc, on met de plus en plus l'accent sur la qualité comptable, hein, justement dans le cadre de la recherche de la performance, avec des critères bien précis de qualité comptable auxquels le comptable doit se soumettre comme exigence. Donc, voilà un peu la problématique qui était donc au cœur, c'était la problématique de recherche de la performance, faire de l'administration publique une administration performante, capable donc de relever les défis du futur. Okay. Au terme du PSD 2016-2020, avez-vous pu obtenir des résultats de performance? Ok, bon, j'étais en train de faire le point sur les différents leviers. Donc, nous avons vu le management stratégique, qui est totalement différent du management opérationnel, parce que il fallait se consacrer véritablement au volet stratégique. Après, nous avons vu le contrôle interne comme levier important. Après, la démarche qualité a aussi été désigné comme un levier important qui a été donc déployé. Après, le contrôle de gestion, on en a parlé, ça a été amorcé, mais c'est allé difficilement. Et derrière tout ça, on a mis en place aussi, importé et mis en place aussi un dispositif donc d'audit interne. Hein, l'audit interne. Donc vous voyez tous ces outils-là, contrôle interne, management des risques, démarche qualité, tous ces outils sont des outils du privé normalement, mais qui ont été importés, et on a conçu donc un dispositif de management par la performance qu'on a déployé dans tous les services. Et c'est ce dispositif justement qui a permis d'aboutir à la démarche, à la certification, pour ce qui concerne le volet qualité, à la certification du Trésor public, à la norme ISO. D'accord. Voilà. Donc, ces dispositifs, ce que j'appelle les leviers, ont aussi des outils, hein, qui sont accompagnés de tous les outils. Quand vous prenez par exemple le contrôle interne, tout ce qu'il y a comme outil qui accompagne le dispositif de contrôle interne a été déployé au Trésor. Je veux parler de la cartographie des processus, cartographie des risques, manuel de procédure, organigramme fonctionnel, référentiel de contrôle interne. Tous ces outils ont été développés et déployés au Trésor public. Par la suite, le troisième volet du dispositif du management par la performance, c'est les outils d'évaluation. On a mis en place également des outils d'évaluation des performances collectives et des outils d'évaluation des performances individuelles. Pour les performances collectives, puisque le management par projet a été retenu, donc on évalue les projets, les 18 réformes qui ont été érigées en projet. Il y a un dispositif d'évaluation. Il y a un dispositif d'évaluation aussi des processus. Et puis, pour ce qui concerne le management par des performances individuelles, on a mis en place un dispositif d'évaluation du personnel. Donc, tous les agents du Trésor public sont évalués sur la base de leur travail surtout, parce que quand vous regardez le dispositif d'évaluation de la fonction publique auquel on était soumis, il y avait des limites. Le dispositif de l'évaluation de la fonction publique est basé surtout sur des critères moraux, sur des critères d'obéissance. Il faut être à l'heure au travail, il faut être intègre, il faut être ponctuel, etc. C'est sur ça qu'on évaluait le personnel de la fonction publique. Mais au Trésor, le dispositif d'évaluation du personnel a été défini sur la base des critères liés au travail même de l'agent. C'est ça la grande différence. Donc voilà un peu tout ce qui a été mis en place comme dispositif de management de la performance au Trésor. Ok, je suis tentée de vous demander, avant c'était le management opérationnel, et donc passer du management opérationnel au management stratégique, est-ce que ça a été facile? Parce que l'adaptation
du personnel. C'est ça, c'est ça. Voilà, relativement à tous ces nouveaux outils, contrôle interne basé sur les risques, C'est ça, c'est ça, voilà, c'est ça. la cartographie, les outils d'évaluation, ça c'était nouveau pour le Bien sûr, bien personnel sûr, du bien sûr, Trésor bien public. sûr, bien Est-ce sûr. que ça a été facile de pouvoir mettre en œuvre tout ce dispositif? Oui, c'est-à-dire que, en réalité, les deux types de management opérationnel et stratégique ont toujours évolué ensemble. Mais la grande différence, hein, c'est que désormais, les dirigeants de l'entreprise et le personnel consacrent une grande partie de leur temps au développement stratégique de leur institution. C'est ça la grande différence. De sorte que lorsque vous venez dans les revues d'avancement, comme les revues de direction, les comités de direction, etc., on discute beaucoup plus, hein, de la stratégie, du développement stratégique de l'institution. Quelle est la différence pour le commun des mortels? Quelle est la différence entre, voilà, Pour le commun des mortels, c'est différent. Pour faire la différence entre le management stratégique et le management opérationnel, le management stratégique, opérationnel d'abord, c'est ce que l'entreprise a l'habitude de faire comme mission, hein, d'habitude. Par exemple, payer les dépenses, recouvrer la recette, faire la comptabilité, etc. Ça relève du management opérationnel. Mais quand on pose la question de savoir quelles seront les questions de développement, tout ce qui rentre dans les questions de développement, quant à savoir, par exemple, que deviendra le Trésor public dans 3 ans, dans 4 ans, quelles sont les grandes réformes qu'il faut mettre en chantier, etc. C'est ça, ça relève du management stratégique. Donc voilà. Or, avant, on ne consacrait pas beaucoup de temps, hein, au management stratégique. Je ne dis pas qu'on n'en faisait pas. Les grandes réformes comme Aster, etc., relevaient du management stratégique, mais le personnel était beaucoup plus impliqué dans le management. Et surtout au niveau de l'encadrement. L'encadrement, la plupart des grandes réunions à l'époque, on faisait le point sur le paiement de la dépense, sur la mobilisation des recettes, etc. Et on ne discutait pas beaucoup, on ne consacrait pas beaucoup de temps au management stratégique. C'est ce qui a été inversé. C'est ce qui a été inversé. L'encadrement désormais, et surtout la direction générale, le DG faisait vraiment du management stratégique son cheval de bataille. Et donc, il y consacrait la plupart du temps de son énergie, même des ressources de l'entreprise. Voilà un peu.